Merci Charles-Henri pour cette introduction. Je voulais déjà vous remercier tous pour votre présence et puis remercier la Forcump SFP pour cette invitation qu'on a acceptée avec beaucoup de plaisir. On est très heureux d'être dans cette magnifique ville de Bordeaux pour effectivement vous présenter quelques-uns de nos travaux. Donc ce que tu as omis de préciser, c'est que donc Laure et moi, on intervient aussi donc sur la partie situation sanitaire exceptionnelle pour Laure en tant que référente sur le centre hospitalier de recours de la Polynésie française et à mon niveau comme référent CUMP de facto, comme on le verra, la question de la CUMP est aussi une question encore un peu, je dirais, en maturation sur notre territoire. Mais ça ne nous empêche pas effectivement d'être dans des actions d'anticipation et de préparation. Donc cette présentation, elle va porter effectivement sur la question du risque de l'aléa tsunami et vraiment sur les modalités opérationnelles, sur la chaîne de décision, la chaîne d'information. Donc il va y avoir quand même pas mal d'informations techniques. On parlera bien sûr après des dispositifs de l'organisation de la réponse sur le terrain, mais très succinctement. Et on va vraiment se concentrer sur les différentes étapes de l'alerte, enfin de la pré-alerte jusqu'à l'alerte et jusqu'à vraiment au déclenchement des différents acteurs au niveau ORSEC. Alors, parfait. Donc avant de parler de catastrophe, on va parler un peu de Polynésie, on va essayer de vous faire voyager un petit peu. La Polynésie, il faut essayer de le replacer déjà en termes de géographie. C'est pas forcément simple, on sait que c'est au milieu de l'océan, précisément au milieu de l'océan Pacifique, dans la partie sud. Et donc c'est un pays d'outre-mer qui est à 16 000 km de Paris, et on va dire, globalement, c'est à 5 heures d'avion de tout ce qui est plus gros que Tahiti. Donc la question de l'isolement est clairement prégnante dans toutes les articulations qu'on peut imaginer en termes de renforts extrazonaux, renforts internationaux. C'est pas juste une île, la Polynésie, c'est une constellation d'îles qui sont regroupées en 5 archipels, qui occupe une surface relativement importante, parce qu'on a souvent coutume, en termes de superficie, de la comparer à l'Europe. Et si on fait ce petit exercice de transposition, on voit bien qu'en fait, on peut facilement faire tenir une bonne partie de l'Europe dans la Polynésie. En gros, si vous mettez Tahiti, donc le chef-lieu, à la place de Paris, si vous allez aux Marquises, donc au nord-est, vous êtes à Oslo. Si vous allez aux Australes, vous êtes du côté de Budapest ou Bucarest, je ne sais jamais. Voilà. Donc, il y a la question de l'isolement, la question des élongations aussi en termes de distance, qui sont, je dirais, un facteur de complication potentielle aussi dans tout ce qu'on essaie de mettre en place. Tahiti-Moorea, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est donc les deux principales îles qui concentrent entre 75% et 80% de la population. Ce qu'il faut en déduire, c'est que 20% de la population est sur les archipels, dans des sites qui ne sont pas forcément faciles d'accès, potentiellement des sites qui sont très exposés par rapport au risque de tsunami. On parle de littoral, on parle de vallées, on parle d'embouchures de rivières. Et donc, il y a cette extrême dispersion de la population qui est à prendre en compte aussi dans les outils de réponse. La Polynésie, c'est souvent, ça convoque un petit peu des images souvent un peu bleutées, un peu paradisiaques. C'est vrai en certaines parties, hein, c'est pas du tout galvaudé. En revanche, l'erreur, ce serait de résumer la Polynésie à cette destination de vacances. Ça résume pas du tout la complexité en fait du territoire en termes de démographie, en termes d'éloignement, de facteurs socioculturels, ainsi de suite. Donc, avant tout, c'est un pays d'outre-mer. C'est pas un dôme. C'est un territoire autonome. Depuis les années 60, à peu près, il y a tout un volet législatif qui a conféré un peu plus d'autonomie. Dernière en date étant en 2004. Donc une autonomie qui va s'illustrer par un partage de compétences avec une dyade entre l'État français et le pays. Donc l'État va être en charge des compétences qu'on qualifie de régaliennes, c'est-à-dire les questions de défense, de sécurité, de justice principalement. Et le pays va s'occuper, on va dire, du reste, c'est-à-dire la santé avant tout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et puis tout ce qui est éducation, économie, ainsi de suite. 278 000 habitants, c'est l'équivalent d'une ville de taille moyenne en France, répartie, comme on le disait, sur 5 archipels et 118 îles. Au niveau des institutions politiques, ce partage de compétences va s'incarner en 3 institutions, donc le gouvernement, avec un président du pays et puis des ministères, président qui est Moetai Brotherson, et une assemblée territoriale pour la partie législative, et puis un haut commissariat de la République, qui est donc l'incarnation de l'État en Polynésie, qui est l'équivalent, on va dire, schématiser un petit peu, l'équivalent d'une préfecture.
Et puis, il y a trois éléments, je pense, qu'il faut bien intégrer quand on parle de Polynésie, de risque naturel, de réponse. Le premier, c'est la question de l'insularité. Je pense que vous le soupçonnez un petit peu déjà. Insularité à comprendre, isolement géographique et ressources limitées dans chaque territoire. Donc ça, c'est des constantes, je dirais, dans toutes les îles, notamment avec une tendance aussi à centraliser les ressources sur Tahiti, ressources administratives, humaines, techniques. La question de l'élongation des distances, on l'a vu, hein, on peut des fois intervenir sur des territoires à 7 heures, 8 heures de vol. Le vecteur aérien représente c'est l'outil de base pour travailler, pour se projeter. Il y a les bateaux, mais bon, c'est pas forcément la même temporalité. Et puis, le dernier paramètre à intégrer, c'est on considère un territoire qui a une extrême hétérogénéité, qui va se décliner au niveau socioculturel, plusieurs ethnies, plusieurs cultures, plusieurs religions, une population qui est très métissée, une hétérogénéité aussi au niveau socio-économique, il y a de très grands contrastes au niveau de la population, le seuil de pauvreté, ça concerne à peu près 25% de la population qui vit en dessous. Et puis, très rapidement, dès qu'on s'éloigne un peu de Tahiti, on est vraiment dans des situations de ruralité extrême, où les gens ont très peu de moyens, et c'est pas du tout on va pas s'adresser aux mêmes populations de la même manière. Il faut aussi moduler le discours et puis les éléments d'intervention. Et puis enfin, le dernier qui va nous intéresser en premier lieu, si on parle de tsunami, c'est l'hétérogénéité géographique, puisque, vous en doutez bien, 118 îles, ça laisse un peu de place aussi à de la diversité, en termes de topographie, en termes de relief. On prend l'exemple, par exemple, de Tahiti, qui est une île haute. Alors, toutes les îles de Polynésie sont issues d'éruptions. C'est des volcans, en fait, qui sont sortis, qui ont émergé, qui ont été colonisés après par des coraux, qui ont formé des récifs lagonaires, des barrières de corail, ainsi de suite. Donc, on peut estimer un peu l'âge des volcans, en tout cas l'âge des éruptions en fonction de la forme des îles. Les îles hautes sont plutôt récentes. Vous voyez Tahiti, relief escarpé, un littoral avec un très très largement peuplé et une barrière lagonaire aussi pour protéger le littoral. On a des déclinaisons quand on considère l'archipel des îles sous le vent, Bora Bora étant la plus connue. On retrouve un peu cette topographie d'île haute avec une barrière lagonaire, un lagon beaucoup plus large. Et puis, après, on va avoir tout un tas d'intermédiaires. On va avoir les marquises, où ça va être des reliefs plutôt escarpés, l'absence de lagon. On va avoir les Tuamotu, alors là c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est complètement plat, il y a juste le récif lagonaire, c'est l'île en fait, c'est-à-dire que le volcan s'est complètement effondré, et c'est des couronnes en fait de petites îles, où le point culminant, ça atteint quoi, 6 mètres, 5 mètres, donc à intégrer aussi dans les outils de réponse. Et puis voilà, les Australes aussi, Rimatara, une île qui est relativement plate avec un mini lagon, enfin, c'est très, très varié, et ça appelle aussi à pondérer la réponse différemment et le niveau de risque différemment. Alors, on va parler un petit peu on va rentrer dans le sujet du tsunami. Première idée reçue, le tsunami, c'est pas une vague. Le tsunami, c'est un déplacement d'eau qui peut comporter plusieurs vagues. Le problème, c'est que c'est pas seulement la vague qui est la source des préoccupations, ça va être surtout le relief aussi. Donc, les tsunamis, ça a toujours une origine géologique. Géologique, ça veut dire tremblement de terre, séisme, éruption volcanique, glissement de terrain. Tout ça en sous-marin. Il y a d'autres origines qu'on peut modéliser, impact de météorites, certaines nations qui se vantent maintenant d'avoir des torpilles, par exemple, chargées avec des charges nucléaires qui pourraient provoquer des tsunamis. Bon, ça, pour l'instant, ça reste minime en termes de préoccupation. Mais on est vraiment sur des événements géologiques sous-marins qui vont provoquer donc, des ondes de choc, qui vont diffuser à la surface de l'eau. Et ces ondes, en tout cas, elles sont extrêmement rapides, c'est-à-dire qu'elles se déplacent à la vitesse d'un avion de ligne, à peu près 800 km/h. Donc autant vous dire que la question du temps est cruciale, qu'il faut effectivement agir très vite, être prêt et agir très vite. Ce qui va se passer quand on approche du littoral, c'est que ces ondes de choc, qui sont plutôt relativement plates en plein océan et qui se propagent très vite, qui sont très haute énergie cinétique. Cette énergie cinétique, elle va se transformer en énergie potentielle à l'approche du rivage par un effet tremplin. C'est-à-dire que vous allez concentrer une masse d'eau très rapide sur un dénivelé très faible, et ça va accentuer ce déplacement d'eau qui va prendre de la hauteur, qui va ralentir, mais qui va prendre beaucoup de hauteur, jusqu'à une hauteur maximale qu'on qualifie de run-up. Ça va être la hauteur maximale de la vague. La première vague n'est pas forcément la plus importante. Il y a beaucoup de
de gens, malheureusement, qui en ont fait les frais. On pense notamment dans l'océan Indien, où souvent la première vague est passée, les gens ont l'impression que voilà, c'est bon, et puis en fait, il y a la deuxième qui arrive quelques heures après, ou quelques minutes après, qui est beaucoup plus intense et qui est beaucoup plus dévastatrice. Voilà, prêt. Donc, tsunami, on va s'intéresser à plusieurs paramètres, plusieurs mesures physiques. Il y a déjà des paramètres propres à l'épicentre, à l'origine du séisme, si on considère les séismes. Ça va être la profondeur de l'épicentre, ça va être sa situation géographique, et puis ça va être la magnitude. Magnitude, il y a plusieurs moyens de le mesurer. On parle d'échelle de Richter, d'échelle du manteau. Enfin, après, je sais que c'est de la cuisine de spécialité. C'est surtout l'échelle du manteau qui est prise en compte en Polynésie. Il y a des paramètres qui vont être propres au tsunami, alors qu'on ne peut pas deviner à partir d'un relevé sismographique. Ces paramètres-là, donc la hauteur, la vitesse, la pénétration, c'est-à-dire la profondeur en termes de terre émergée que la vague va pouvoir recouvrir, tout ça, c'est issu de modélisation. Donc là, on est vraiment sur une approche je dirais de prévision, de modèles informatiques, qui, à partir des premières données, vont permettre en tout cas de prédire, avec un certain indice de fiabilité, l'impact potentiel du tsunami sur les différentes zones. Et enfin, ça va être les zones concernées. Est-ce qu'on parle de relief plat, de relief abrupt? Est-ce qu'il y a une barrière corallienne qui va un petit peu freiner, faire effet digue? Et puis surtout le relief terrestre derrière, est-ce que c'est du plat, est-ce que c'est de la pente, est-ce qu'il y a des points en hauteur accessibles facilement ou pas? Voilà. Concrètement, vous l'avez compris, on est au milieu du Pacifique. Et le Pacifique, c'est une zone qui est relativement active en termes de sismologie. Ça, c'est un exemple c'est un enregistrement sur les 12 derniers mois, à la date d'hier, je crois. Vous voyez qu'en l'espace d'un an, il y a à peu près une trentaine, quarantaine, je ne sais plus, d'événements sismiques majeurs qui ont été relevés, certains plus que d'autres, et qui suivent finalement cette distribution des 3 principales zones de subduction du Pacifique. Les 3, en tout cas, qui, on va dire, posent problème pour nous, ça va être la zone donc au nord-est aléoutienne, la zone du nord Chili, et puis la plus problématique, c'est la zone du Tonga-Kermadec. Les petites annotations que vous voyez, 10 heures, 10 heures, 3 heures, c'est le délai pour que le tsunami atteigne la Polynésie en fonction de l'épicentre. Donc 3 heures, c'est pas beaucoup, si on considère les Tonga. D'où, encore une fois, l'importance d'avoir des préparations bien rodées et puis je dirais des contingences bien identifiées pour la réponse. Il y a des centres internationaux qui sont déployés, alors c'est pas arrivé d'un coup, souvent c'est en réaction à des événements, à des catastrophes majeures dans ce territoire. Ça a commencé dans les années 60 et il y a 3 centres principaux qui sont identifiés au niveau international. Le WCTWC pour l'Alaska, le centre du Japon Nord et le centre Hawaï qui va monitorer toute la région Pacifique. Monitorer, c'est-à-dire s'appuyer sur un réseau de sismographes, de tsunamimètres, de relevés météo, avec une connectique extrêmement large, extrêmement diffuse, qui fait que chaque centre est interconnecté avec les autres. Il y a des échanges permanents sur les différents relevés, dans l'idée d'être un peu dans un monitoring en temps réel de ce qui se passe au niveau tellurique et au niveau aussi de la surface de l'eau. Le centre référent pour le Pacifique, c'est le centre d'Hawaï, c'est, on va dire, la plus grosse afférence d'informations sur le territoire pacifique. Et puis, il y a des centres internationaux, il y a des centres régionaux. Et ça tombe bien, puisqu'il y en a en Polynésie, ça nous arrange. C'est le CPPT Pamatei, donc le centre de prévision polynésien de prévision des tsunamis, qui est localisé à Tahiti même, et que Laure vous détaillera un petit peu après. Petit historique, ça c'est un relevé sur donc les principaux tsunamis qui ont touché la Polynésie depuis 1837. C'est des données qui sont très facilement, qu'on peut récupérer très facilement sur Internet, sur des agrégations de bulletins. Donc ça va jusqu'à 2015, mais 2021, il y en a eu un aussi. Donc globalement, 10 fois par siècle à peu près, il y a quand même un tsunami qui va impacter la Polynésie. 2 principaux à retenir, celui de 1946 qui a touché les Marquises, qui a fait 2 morts, beaucoup de dégâts, qui avait touché d'autres régions aussi, qui venaient du Chili, si je ne dis pas de bêtises. Et puis un autre en 1960. Chili 60, merci.
qui a aussi qui a un peu marqué les esprits. Tsunami de 1946, on parle d'un run-up qui pouvait atteindre 18 à 20 mètres, avec une pénétration d'à peu près 400 mètres dans les terres. Il faut vraiment se l'imaginer aux marquises, avec des habitations qui ne sont pas forcément construites en dur, des fois avec de la tôle, des fois avec du bois. Donc ça part très rapidement. Tous ces... Ouais, donc au niveau, comme on parlait de catastrophes naturelles, en fait, on s'est intéressé aussi à ce qui se passe au niveau des organisations internationales pour la prise en charge des catastrophes naturelles. Donc il n'y a pas grand-chose avant les années 70 où on internationalise les secours. Donc il y a les Nations Unies, il y a l'UNDRO qui est créé et qui est là pour faire assistance en cas de catastrophe naturelle. On est vraiment parti sur la catastrophe naturelle juste avant. On avait des problèmes de santé avec la houle, on avait plein de choses comme ça, mais les agences étaient très spécialisées. Là, on arrive sur... on gère les catastrophes naturelles. Donc on est vraiment dans les secours, on arrive trop tard, on arrive quand c'est déjà passé et ça coûte cher. Dans les années 90-2000, on part sur une internationalisation, cette fois-ci, de la prévention. On a les années 90 qui sont dénommées décennies internationales de la prévention des catastrophes naturelles et on commence à avoir les premières conférences mondiales pour la prévention des catastrophes naturelles. Et en fait, on se rend compte à chaque fois, il faut qu'il y ait une catastrophe qui se passe, quelle qu'elle soit, que ce soit un tsunami ou autre chose, pour que on prenne conscience qu'il y a des choses à faire et qu'il faut essayer d'aller un peu plus vite que ce qui se passe. On a entre 2000 et 2015 la deuxième conférence et il y a une mise en place d'un cadre d'action qui s'appelle le cadre d'action d'Hyogo qui était censé prendre en charge 2005-2015 pour justement bien avancer dans tout ce qui est prévention et dans tout ce qui est gestion de la vulnérabilité. Pardon. En fait, on s'est rendu compte en 2004, quand il y a eu le tsunami qui a touché l'océan Indien, que ça avait coûté extrêmement cher au niveau financier, donc ça aide toujours pour faire avancer les choses, parce que quand ça coûte cher, il faut trouver des solutions pour que ça coûte moins cher après, et ça a coûté très très cher aussi en termes de vie humaine. Et après, entre 2015 et maintenant, on est dans une suite en fait du cadre d'action du Hyogo, qui est le cadre d'action de Sendai. Et là, on se rend compte une fois de plus que ça arrive après 2011 et le Japon. Et donc là, de nouveau, on va aller agir encore un petit peu plus sur la vulnérabilité et sur les populations. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que toutes ces modalités de déclenchement d'opérations de surveillance, elles s'intègrent vraiment dans un élan international. En fait, l'idée, c'est de pouvoir uniformiser aussi les procédures, les moyens de communication, de manière à avoir des yeux et des oreilles partout et que certains ne soient pas un peu laissés pour compte en cas de catastrophe majeure. Un petit mot sur tsunami et PTSD. Alors bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas forcément de sujet là-dessus. La littérature est plutôt relativement bien fournie, notamment sur la région indienne. Donc plusieurs antériorités. Très rapidement, sans refaire une revue complète du sujet. Donc les tsunamis peuvent entraîner des PTSD. Les taux de prévalence, alors ça varie beaucoup en fonction des études, ça dépend de la population. Globalement, on est entre 6 à 70% selon les échantillons considérés. Ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi cette différence, potentiellement, elle peut être expliquée aussi par le niveau de préparation des populations, le niveau d'acculturation par rapport au risque de catastrophes naturelles. On peut penser au Japon, qui sont quand même peut-être plus préparés par rapport à d'autres régions, et puis aussi l'efficience des moyens de secours, de l'organisation de la réponse en général, et puis finalement des ressources accessibles pour ces territoires. Le taux le plus haut enregistré concernait justement donc une région en Inde qui avait été exposée, région très rurale, très isolée, où on était quasiment à 70% de prévalence. Je ne sais plus combien de temps après, c'était 4 ans après, tout début. Voilà, 6 mois après. Voilà. Donc c'est un risque qui est plus ou moins intégré en fonction des sociétés, des cultures. En Polynésie, notamment en marquisien, il y a une expression, un mot, le teitoko, qui littéralement signifie donc le tremblement de mer, qui a été repris un peu maintenant, qui signifie finalement l'impression d'une catastrophe, d'un désastre imminent, donc qui témoigne aussi, je pense, de cette empreinte sociale et culturelle pour des territoires particulièrement exposés. On va revenir un petit peu sur les marquises, parce que vous allez voir sur les modélisations, c'est le principal territoire à risque en Polynésie. Alors, les actions de préparation, c'est important. On n'est pas forcément dans de l'opérationnel dur à l'instant T, on est vraiment sur de l'action au niveau basal.
je reprendrai l'expression du premier étage de la fusée, c'est vraiment ce qui va faire que tous les déclenchements, toutes les mesures qui vont être mises en œuvre par la suite vont fonctionner parce qu'on aura une population préparée, acculturée et réactive par rapport aux consignes qui vont pouvoir être diffusées. Donc, plusieurs types d'actions. La plus accessible, la plus simple, la moins coûteuse, c'est augmenter le niveau de littératie pour la population générale. Ça marche pour tout, en santé mentale, en prévention des risques, ainsi de suite. Littératie, ça veut dire voilà, multiplier les supports visuels, l'information visuelle, la répéter, la rendre accessible. Ça veut dire diffuser des flyers, faire des affiches, de la signalétique. Plusieurs outils qui existent par rapport à ça. Il y a un livret, justement, qui est édité par le Haut Commissariat à destination de la population sur les rappels des règles, on va dire, de bonne conduite en cas de tsunami, qu'il ne faut pas se précipiter à l'école pour aller chercher ses enfants, qu'il ne faut pas prendre le bateau, et ainsi de suite. Il y a aussi voilà, tout un système de signalétique dans les îles pour indiquer les zones à risque, les zones refuge, ainsi de suite, et qui, normalement, est intégré dans les us de la population. Alors, ça fait partie un petit peu du décor, on va dire ça comme ça. Il y a la question des abris de survie aussi. Alors, ce n'est pas une question qui est forcément très diffuse en Polynésie. Ça va surtout concerner les Tuamotu, qui sont, je vous le rappelle, cet archipel constitué uniquement d'atolls très plats. Donc, des abris de survie qui sont construits aux normes anticycloniques et anti-tsunamiques. Il n'y en a que 17 pour l'instant. Ces abris-là, c'est surtout des bâtiments à usage civil qui sont construits ou reconstruits selon ces fameuses normes et qui, en temps normal, sont des écoles, sont des infirmeries, des lieux administratifs, et ainsi de suite. Il y a des actions directes auprès de la population en termes d'éducation, de sensibilisation. Donc, ça va être effectivement répéter des messages, ça va être de répéter des consignes. Voilà, en cas de tsunami, prévoyez des stocks de nourriture pour plusieurs jours, des stocks de médicaments, ainsi de suite. L'identification de zones refuge, on l'a dit, ça rejoint un peu la signalétique. Et puis, de manière un peu plus terrain, ça va être la pratique d'intervention, même d'exercices simulés en milieu scolaire, notamment, où une fois par an, si je ne dis pas de bêtises, tous les élèves participent à un exercice tsunami. Et puis même dans les ouvrages scolaires, dans les manuels, il y a souvent des petits encarts sur voilà, le rappel du tsunami, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. De manière voilà, à toucher, je dirais, au plus près, aux plus jeunes de la population. Et on sait que le milieu scolaire, c'est aussi une fenêtre de tir idéale pour induire des comportements positifs qui vont perdurer. Donc, c'est très bien. Et puis enfin, il y a des exercices de préparation à plus large échelle, soit qui s'intègrent dans des préparations sur des plans hors sec. Alors tous les ans, il y a au moins un exercice hors sec. Les thèmes varient, soit c'est catastrophe aérienne, soit c'est cyclone, soit c'est tsunami. Tsunami, c'était en 2022. Et puis, à l'échelon plus large, il y a aussi des exercices interarmés qui se font tous les ans. Donc HADR, donc centré sur l'aide humanitaire et la réponse aux populations. Après une catastrophe naturelle, l'exercice Marara qui est annuel, l'exercice Croix du Sud, et souvent qui implique plusieurs nations, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et puis voilà, pour la partie préparation, chaque commune en Polynésie a la responsabilité d'établir un plan de sauvegarde communal qui va identifier les zones à risque, les zones refuge, les zones où il y a des bateaux, où il n'y a pas de bateaux, ainsi de suite, avec des documents après qui sont diffusés à la population et qui sont en théorie accessibles. Donc, on a planté un peu le décor. Vous comprenez que d'aboutir à un système d'alerte précoce avec tous ces différents paramètres, l'élongation, la distance, la pluralité, effectivement, ce n'est pas forcément très simple. Donc, l'alerte précoce, vous posez des objectifs. Les objectifs, c'est vraiment de s'intégrer dans l'atténuation du risque. C'est-à-dire, OK, le risque, il est là, on sait qu'il peut y avoir des séismes, il peut y avoir des tsunamis, on sait que ça peut arriver, donc comment on va pouvoir, je dirais, être dans une attitude de réduction du risque par rapport à ça. C'est l'enjeu principal. Ça va être aussi de s'affranchir de la dimension spatiale et temporelle que vous avez perçue sur la carte, où on va devoir toucher des populations qui sont potentiellement à 6 ou 7 heures d'avion, qui potentiellement habitent dans un fond de vallée ou dans une embouchure, qui potentiellement n'ont pas la télé, ou un téléphone, ou pas de téléphone, ou un téléphone mais qui ne capte pas. Donc il y a vraiment cet enjeu aussi de diffusion de l'information. Et ces informations, il faut qu'elles soient fiables, bien sûr, il faut qu'elles soient vérifiées, et il ne faut pas qu'elles soient minimisées, qu'elles sous-évaluent les risques, une fois qu'elles sont diffusées. Et puis la question d'accessibilité à la population qu'on a évoquée. Donc tout ça, si on l'organise, je suis désolé, c'est peut-être pas très lisible, ça va reposer sur plusieurs outils. Donc déjà des systèmes de mesure, savoir ce qui se passe sous l'eau, est-ce que ça tremble, est-ce que ça ondule à la surface de l'océan. Et puis, comme on l'a dit aussi, ça ne suffit pas de mesurer, il faut aussi anticiper et modéliser, savoir de quelle manière un tremblement de terre peut créer une vague 6 heures après qui va s'écraser sur les côtes des Marquises ou ailleurs. Il faut des systèmes d'alerte qui soient efficients, qui soient aussi fiables, réactifs.
et il faut surtout des systèmes qui soient interconnectés. L'idée générale, vous l'avez compris, c'est qu'il y a vraiment une interopérabilité entre les centres internationaux et les centres régionaux. On va le voir un peu plus en détail après, mais il faut que tous ces systèmes puissent échanger des informations de manière fiable et surtout recroiser les informations pour aboutir à de la redondance, ce qui réduit la marge d'erreur. Et puis enfin, le dernier outil, c'est d'avoir des plans de réponse qui sont anticipés, assimilés, qu'on ne va pas écrire la veille, qu'on ne va pas chercher pendant 4 heures quand on a une alerte. Il faut que tout ça soit effectivement assimilé, intégré, aussi bien au niveau des acteurs qu'au niveau des décideurs. Donc tout ça, on mélange un petit peu, ça fait une sorte de contingence dans les actions à mener, dans les informations à prendre et à diffuser, qui vont aboutir, vous verrez à la fin finalement, à un schéma d'organisation, un schéma de réponse qui est assez clair, à peu près tramé, qui semble efficace. Je vais laisser la parole à Laure pour vous présenter le fer de lance de la stratégie de détection en Polynésie, donc le laboratoire de géophysique Pamatei. Donc effectivement, on a un laboratoire de géophysique qui est installé depuis les années 60 en fait. Il appartient au CEA. Initialement, il servait surtout à surveiller les essais nucléaires. Et puis, à la fin des essais nucléaires, il y a eu des traités d'interdiction des essais nucléaires. Donc maintenant, ils sont là pour vérifier que personne ne fait des essais nucléaires dans la région. Donc, ils ont différents types de capteurs qui permettent de voir s'il y a des éléments radioactifs dans l'air, qui permettent de voir s'il y a des infrasons qui arrivent. Ils ont vraiment un énorme panel. Ils sont chargés du réseau géophysique de Polynésie. Alors, entre autres, nous, on a des îles hautes, on peut avoir des éboulements à l'intérieur des îles, donc ça permet aussi de vérifier s'il y a un éboulement, d'aller vérifier qu'il n'y a pas une rivière qui est bloquée, qu'on ne va pas faire un barrage et qu'à un moment, le barrage il va sauter et qu'on va se retrouver à inonder des zones qui n'étaient pas prévues. C'est donc un centre de détection de la sismicité locale et régionale. C'est le Centre polynésien de prévention des tsunamis. Il sert de veille, d'alerte, de recherche, de modélisation et il appartient aussi plus globalement au Centre international Pacifique. Donc en fait, quand les différents capteurs, c'est tout petit, mais les différents capteurs vont détecter une onde sismique, ça va être analysé au niveau informatique, et puis en fonction du niveau, de la magnitude, de différents paramètres, en fait, si ça dépasse une magnitude de 7, ça va alerter directement un géophysicien qui est d'astreinte H24, et qui va pouvoir, lui, venir refaire des analyses, vérifier, avant d'alerter les autorités. Et donc, on se repose aussi sur un énorme réseau de différents capteurs, dont un réseau de marégraphes. Et en fait, on en retrouve à côté de dans tous les archipels et à côté des principales îles. Ce laboratoire de géophysique, il travaille aussi à modéliser les aléas. Et donc, au fur et à mesure, il a récupéré, on a vu tout à l'heure avec Johan, tous les tsunamis qui étaient arrivés depuis le début du siècle. Donc, tout ce qu'on peut retrouver au niveau analyse, au niveau journal, au niveau histoire on se souvient que dans la vallée, ça a été ici, ça a été ça. Ça a permis, avec les modélisations numériques en plus, de déterminer les différentes zones à risque. Et donc, on voit qu'en rouge, on a tout en haut les marquises. Donc là, c'est la principale zone à risque quand on a un tsunami qui arrive. Les Tuamotu sont beaucoup moins impactés. Et puis, au fur et à mesure et en fonction de la topographie des îles, on peut savoir ce qui se passe. Pour reparler localisation, séisme et délai d'arrivée, en fait, donc on a montré tout à l'heure déjà la carte. On est au milieu de la ceinture de feu du Pacifique. On est le petit carré, donc vous n'avez pas l'habitude de voir des cartes dans ce sens-là. Généralement, on est un peu métropole centrée. Bon, nous, on est Pacifique. Au niveau de la zone du Pacifique, on retrouve des endroits qui sont quand même beaucoup plus à problème pour nous, et donc entre autres les Tonga, où on voit la carte où on a les différentes vitesses d'arrivée des vagues. Et quand c'est au Tonga que ça se passe, c'est en 2h30, on peut avoir une vague qui arrive. Et donc ça va impliquer pour nous en Polynésie 2 systèmes de plan sec en fait. On a une alerte de tsunami globale, on sait que ça arrive d'Alaska, que ça arrive du Chili, on a 10 heures, on a le temps. Et puis quand ça arrive de Tonga, c'est l'alerte de tsunami immédiat, parce qu'en 2 heures, il faut avoir fait tout ce qu'il y a à faire pour mettre en sûreté les populations.
On a des modélisations en fait des altitudes d'évacuation et des zones refuge. Pourquoi? Parce que en fonction de la bathymétrie, entre autres, de nos îles, on a des modélisations complètement différentes. Ça va pas vous parler beaucoup parce que on voit pas trop les couleurs, mais globalement, vous voyez que dans le premier carré, la ligne qui est la plus basse qui traverse notre carré, c'est Tahiti. Donc c'est Tahiti, on n'est pas trop embêté, ou c'est les atolls. Donc la vague, elle va arriver, elle va se retrouver cassée sur les atolls, elle va repartir. Les atolls, ils risquent pas grand-chose quand il y a un tsunami, alors qu'on pourrait imaginer que comme au max, ils sont à 10 mètres de la surface de l'eau, ils pourraient être ravagés. Non, eux, ils risquent pas grand-chose. Et par contre, à l'inverse, ce qui est le plus horizontal, qui est en vert, c'est les marquises. Et donc les marquises, eux, s'il y a une vague qui arrive, comme ils n'ont rien pour les protéger, la vague, elle va vraiment pouvoir avoir un run-up énorme et puis une pénétration dans les terres qui est très importante. La plupart de la population se retrouve sur Tahiti et Moorea. Et donc, on a de modéliser sur Tahiti et Moorea les zones qui sont marron et sales, c'est les zones qui sont le plus à risque aussi. Et en fait, le tableau qui est un peu plus bas, c'est les hauteurs auxquelles il faut aller et les distances auxquelles il faut s'éloigner de la côte. Et ça, entre autres, c'est utilisé en cas de problème au niveau du laboratoire de géophysique. S'ils sont pas capables de nous donner exactement, s'ils peuvent pas nous répondre, s'ils peuvent pas nous donner comment arrive la vague, les populations savent, enfin les maires savent qu'il faut mettre à l'abri leur population et ça permet de prévoir les plans de sauvegarde. On vous montre quelque chose qui est illisible. C'est le rapport du laboratoire de géophysique quand il y a un tsunami. C'est une vraie histoire. Ça, c'est un tsunami qui est arrivé en mars 2021. Il y a eu un séisme du côté Kermadec, Tonga. Et donc, du coup, le laboratoire, il va envoyer aussitôt au commissaire, à la cellule de veille, ce bulletin. Et donc, ce qu'on retrouve qui est important au niveau de ce bulletin, c'est tous les paramètres du séisme. Où est-ce qu'il est arrivé, à quelle heure, quelle est la magnitude, à quelle profondeur, parce que la profondeur du séisme a un rôle aussi à jouer. Et puis, un peu plus bas, les heures théoriques à laquelle les vagues vont commencer à arriver sur le territoire polynésien. Et en dessous, derrière mon encart jaune, en fait, il donne aussi tout ce qui va se passer dans le Pacifique, parce qu'on sert d'alerte pour nous, mais on sert d'alerte aussi pour les autres. Donc là, ils nous mettent sous une autre forme la modélisation des vagues, à quelle heure elles arrivent et qu'est-ce qu'elles vont toucher. Et en fait, ça permet ensuite de faire un bulletin d'évaluation du risque sur les différents archipels et sur les différentes îles. Donc là, on voit au final que les Tuamotu, c'est l'espèce de grand carré qu'au milieu, c'est en bleu, ils risquent pas grand-chose. Les marquises, cette fois-ci, il n'y avait pas grand-chose pour eux, vu d'où venait notre séisme et notre vague. Et par contre, nous, à Tahiti, on était le petit encart qui est un peu plus jaune. Et ça permet après d'aller stratifier un petit peu plus le risque. Et on voit sur Tahiti, ils nous ont mis en jaune toute une bande de côte. En jaune, ça veut dire que la vague, elle va être entre 30 cm et 1 mètre. Et que principalement, il va falloir faire attention au niveau des zones de côte. On interdit tout ce qui est activité lagonaire. On va fermer certaines routes parce que nos routes, elles sont sur la périphérie. Les bateaux qui peuvent partir, ils partent en haute mer. Et ceux qui restent sur les côtes, il va falloir les attacher un peu plus fermement. Et là, du coup, on a la cellule de crise du haut-commissaire qui se met en route. Et tout ça pour arriver à une activation du plan Orsec. Donc notre plan Orsec, c'est un petit peu ça. En haut, on a notre séisme qui arrive. Le laboratoire de géophysique nous prévient. On prévient le haut-commissaire. Et après, on a plusieurs étapes. On a une étape de préalerte, une étape d'alerte, une étape de mise en sûreté des populations. Et donc là, pour ce tsunami-là, on est allé jusqu'à l'encart rouge, où on a mis les populations en sécurité, mais juste sur les zones qui étaient en jaune. Donc il y a eu deux endroits sur Moorea où on a évacué les populations, et puis il y a eu toute une côte où on a évacué les populations. Donc on a un plan Orsec qui est spécifique à ce risque, et pour aboutir à une vision un peu plus, un peu plus macro, un peu plus méta du phénomène et de la préparation du risque, il faut reprendre les différents étages. Donc bien sûr, le niveau 1, toujours la sensibilisation, la préparation de la population.
On peut résumer sur je dirais une ligne un peu temporelle la chronologie des événements. Quand on est à T0 de l'événement du séisme, on va dire dans les 15 premières minutes, on est toujours sur les systèmes de surveillance, de préalerte. Donc surveillance, vous l'avez compris, ça va reposer sur les centres internationaux, Hawaï, Alaska, ainsi de suite, en s'appuyant sur différents capteurs, tsunamimètres, sismomètres, ainsi de suite. Il y a un réseau DART, donc spécifique, où c'est des bouées très complexes qui vont sous l'eau, qui mesurent l'écart de pression entre la vague, le fond marin, enfin bref. Il y a toute une constellation de capteurs dans le Pacifique. Et puis, ces centres régionaux vont émettre régulièrement des avis, des bulletins à tous les centres connectés sur, voilà, il s'est passé ceci avec telle magnitude, dans telle région, et ainsi de suite. Le laboratoire de Pamatei, il intervient à ce niveau-là, sur la surveillance locale. Alors, il peut aussi remonter des informations au centre international, hein, c'est la magie du système. Et donc, ce centre local de Pamatei, vous l'avez compris aussi, donc repose aussi sur des capteurs locaux, marégraphe, tsunamimètre, ainsi de suite. Ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que tous ces dispositifs, en fait, il y a une grande partie qui sont automatisés. C'est-à-dire la question des alertes, des téléphones, des messages, traitement d'informations, ça passe par beaucoup de voies automatisées. Finalement, le facteur humain intervient assez peu, si ce n'est pour valider ou approfondir les informations et les transmettre. Le laboratoire donc, va émettre un bulletin plus complet avec la modélisation et la prévision, selon certains critères, en termes de magnitude, de profondeur, différents niveaux d'alerte, 1, 2, 3, 4, et va transmettre ça directement au commissariat qui, à son tour, va se mettre en mode PC de crise, confirmer les informations, relire un petit peu la modélisation, les prévisions, et puis l'information part aussi à la présidence du pays, et puis aussi au COMSUP, le commandement supérieur du Pacifique Sud. Là, on est à peu près à 30 minutes de l'événement. On est à 30 minutes de l'événement. Et puis, surtout les maires aussi qui vont être prévenus dans les communes pour leur attention, là, ça va arriver, donc sortez les plans de sauvegarde, c'est le moment de prévenir la population. Et puis, le troisième volet, ça va être l'alerte à la population et aux opérateurs. Opérateurs, on entend toutes les structures publiques ou privées qui vont être impliquées, de près ou de loin, dans la gestion et l'anticipation du risque. Ça va être les forces de l'ordre, ça va être les services de secours, l'aide médicale urgente, ça va être les écoles, bien sûr, l'aviation civile, les ports, et ainsi de suite. Et là, donc, on passe en PC de crise élargie. Et de là, donc, vont s'activer différents niveaux de réponse, information à la population, par les médias, information aux maires, Facebook, SMS, communiqué de presse, ainsi de suite. Il y a un système d'alerte de sirène qui va s'activer, qui peut être activé, donc c'est un système qui est téléopéré, qui s'active directement depuis Tahiti. On appuie sur un bouton, on peut décider quelle sirène on active, à quelle heure, sur quel archipel, et ainsi de suite. Des sirènes qui sont entretenues et qui se mettent à émettre 2 heures avant l'arrivée des vagues, en théorie, si on a 2 heures devant nous. Et puis enfin, le dernier volet, c'est tout ce qui va être surveillance maritime, survol des vagues, survol du site au niveau de l'impact, survol du site, des sites après les sinistres, des dégâts, évaluation des dégâts avec les moyens aériens de l'armée et des services de secours. L'après, il est dur à définir parce que vous l'avez compris, ça dépend finalement des typologies et des lieux. En tout cas, ce qui est écrit, c'est que le bilan initial, il est d'abord pratiqué par les maires et par les opérateurs qui sont sur place. Donc, bilan d'évaluation des dégâts, transmis directement au commissariat, on est dans la fin de l'ORSEC. Et puis, après, ça va être le volet déploiement des moyens de secours, qui n'est pas forcément évident, parce que les pistes aéroportuaires, tout ce qui est installation, ça peut être submergé. Ça peut être délabré, encombré de débris, de choses comme ça. Donc ça va dépendre aussi beaucoup de ça. La question des CUMP, très rapidement, il n'y a pas de CUMP permanente ou réglementaire en Polynésie. C'est-à-dire qu'on est sur du fonctionnement ad hoc, il y a un réseau de volontaires qui s'active, qui est mobilisé en fonction des ressources locales, en fonction des autorisations administratives qui sont fournies, puis en fonction aussi de la faisabilité de l'intervention, comme on l'a dit. Il y a la question de la gestion des risques secondaires post-tsunami. Alors on va parler réplique, de tremblement de terre ou de tsunami. On va parler inondation sur des masses d'eau qui restent un petit peu sur les terres habitées. On va parler risques biologiques, sanitaires avec la contamination aussi de l'eau. Et puis tous les dégâts structuraux, infrastructuraux, logistiques qui vont gêner, faire peser un risque en plus, installation électrique et ainsi de suite.
Et enfin, donc, il y a une disposition législative qui existe, qui est l'état de calamité naturelle, qui peut être votée en Conseil des ministres. C'est-à-dire c'est une disposition relativement rapide sur le plan institutionnel. Il n'y a pas besoin d'un vote, ça ne passe pas en assemblée. Ça permet de débloquer un fonds spécial justement pour la reconstruction des sinistrés. Et puis après, il y a la question du fonds de secours pour les Outre-mer, qui est plutôt géré au niveau métropole, qui n'est pas forcément sanctuarisé, garanti, et qui dépend vraiment, je dirais, de la catastrophe en question. Voilà, on arrive sur la conclusion. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment le rôle clé du laboratoire de Pamatay de géophysique, avec cette triple mission d'alerte précoce, de surveillance et de veille et de modélisation. C'est vraiment un peu le couteau suisse local qui permet certains niveaux d'autonomie par rapport à la gestion du risque. L'interconnectivité avec les centres internationaux qui permet, encore une fois, de faire transiter les informations facilement, rapidement. On est vraiment dans du contre-la-montre sur du tsunami, donc il y a ce besoin nécessaire. Et puis cette réactivité qui va être conditionnée effectivement par des chaînes d'information et des décisions qui sont opérantes, qui sont bien connues, bien rodées. Et surtout le facteur limitant, mais comme dans beaucoup de catastrophes, ça va être aussi le degré de préparation de la population et donc l'importance vraiment d'avoir une population sensibilisée, préparée, je dirais, avec des rappels réguliers de ce que ça peut être et de ce qu'il faut mettre en place sans attendre qu'on soit face à une alerte. Voilà, quelques ressources, références. Il y a eu des travaux quand même sur le sujet, alors des rapports de commission parlementaire qui datent de 2007-2019, le plan Orsec 2022, et puis le site ressources Géorisque qui permet d'avoir un aperçu assez rapide des différents risques naturels sur le territoire français. Merci pour votre attention. J'en profite aussi pour remercier particulièrement Charles-Henri Martin et toute l'équipe de la CUM 33 pour leur précieux soutien technique, émotionnel aussi dans cette aventure de pouvoir développer une CUM en Polynésie. Et puis, je pense que ça va se faire bientôt. Voilà. Merci beaucoup. J'avais 3 petites questions. Du coup, vous avez parlé tout à l'heure de l'élongation de la distance. Est-ce que le décalage horaire avec la France pourrait potentiellement poser problème s'il y avait besoin d'activer des systèmes de renfort ou de secours? J'avais une deuxième question sur est-ce que vous avez envisagé la rupture des moyens de communication avec une catastrophe d'une telle importance? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une CUMP qui n'était pas constituée, que vous deviez faire appel aux volontaires. Quels seraient les moyens que vous utiliseriez s'il y avait une rupture des moyens de communication? Est-ce que ça a été anticipé? Et une troisième question par rapport le vécu, enfin en tout cas l'anticipation d'une catastrophe de cette sorte, avec la culture polynésienne. Comment les Polynésiens, quelle perception ils ont de ces catastrophes naturelles? Est-ce qu'ils voient ça comme une fatalité? Est-ce que ça joue pas sur la préparation et l'anticipation des populations? Le décalage horaire, oui, on l'a, le décalage horaire, on le sait tous, mais c'est pas tant le décalage horaire que le temps d'acheminement des ressources. Parce que s'il se passe quelque chose et qu'on a besoin d'avoir une réserve de métropole, effectivement, il faut réussir à mobiliser les personnes qui vont venir nous renforcer, il faut les mettre dans un avion, et il faut aussi que les pistes soient correctes. Alors nous, ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand en fonction des modèles qui vont arriver, que ce soit un cyclone ou un tsunami, la modélisation nous permet de savoir quelles vont être les îles épargnées. Et on a eu une alerte cyclone il n'y a pas très longtemps. Il était prévu qu'il y ait un des avions de l'armée qui aille sur une île qui était épargnée pour pouvoir après venir nous renforcer. Donc il y a ça qui joue. On est loin de tout et on le sait. Après, on peut aussi avoir de l'aide, ça se met en place avec la Nouvelle-Calédonie. On travaille quand même beaucoup sur le Pacifique. On a aussi cherché un petit peu des pistes auprès de l'OMS parce que l'OMS a une forte implication au niveau du Pacifique, de la zone Pacifique Sud, avec des renforts qui sont possibles avec le RSI dans ce cadre d'action-là. Pour les communications, alors pour appeler des volontaires, je peux pas vraiment dire, mais par contre, on joue beaucoup aussi sur la radio. Généralement, on a quand même les ondes hertziennes qui peuvent rester en place. Pour la communication avec la métropole, on a la communication satellitaire quand même qui peut fonctionner, qui normalement est pas touchée. Mais même entre nous, entre différents opérateurs, à l'hôpital, on a notre cellule de crise, on a un réseau qui est couplé avec le HC, qui passe par satellite si jamais on a la moindre coupure. Mais effectivement, on est dépendant de tout parce qu'on a un réseau d'énergie, on a un transporteur d'énergie. Dès qu'il se passe quelque chose, on est complètement bloqué. La dernière tempête tropicale qu'on a eue, c'est bête à dire, mais on a une seule lingerie qui s'occupe du linge de l'hôpital.
on n'a plus de draps pendant des semaines parce que la lingerie a été inondée. Donc toutes ces petites choses-là, on le sent, on est insulaire, on est au milieu de tout, on est au milieu du Pacifique, il n'y a rien autour. Donc il faut qu'on soit résilient et qu'on apprenne à se débrouiller en fait. Sur la question de la communication, alors c'est malheureusement des choses qu'on peut qu'on peut expérimenter au quotidien, hein, en l'absence de catastrophe, où il y a régulièrement des ruptures de réseau sur les téléphones portables, sur la 4G, sur les câbles sous-marins qui vont fonctionner un peu moins bien parce que les requins viennent les grignoter, enfin, peu importe. Donc c'est quelque chose, il y a déjà, je pense, c'est déjà un petit peu intégré. Après, dans le cadre de grosses situations comme celle-ci, effectivement, ce qui est important, c'est la redondance des systèmes. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur des canaux de communication, on dirait un petit peu mou, un petit peu mainstream, Facebook, SMS, ainsi de suite, mais que derrière, l'arrière-garde, elle est assurée par des communications en dur, notamment donc les systèmes d'alerte. On parlait d'Inmarsat. Inmarsat, c'est du satellitaire, c'est-à-dire que peu importe l'orientation de l'antenne, l'endroit, l'heure de la journée, si on appuie à Tahiti sur le bouton, ça va sonner partout en Polynésie. Donc ça, c'est quand même une garantie de dernière ligne que ça passe. Et après, encore une fois, c'est l'intégration des réflexes, des conduites à tenir. Ce que disait Laure, c'était effectivement que dès que le message, c'est une alarme retentit sur une île, peu importe s'il n'y a pas de téléphone, pas de télé et tout, normalement, le maire est censé savoir que c'est-à-dire qu'il a 2 heures pour sortir les plans et abriter sa population. Donc l'importance de l'intégrer aussi au-delà, je dirais, des aléas numériques, de télécom qui peuvent survenir. Et pour la dernière question, effectivement, la population est très fataliste. Elle est de moins en moins, hein, parce que la société évolue partout, mais pour l'instant, elle est encore très fataliste et on fera avec. Et juste pour compléter, c'est encore une fois, c'est très difficile de faire un cas général parce que c'est vraiment plusieurs populations, hein, en Polynésie. Certaines qui vont vraiment avoir, je dirais, des référentiels, un mode de vie très occidental, voire des fois plus occidental que les occidentaux. Et à l'inverse, des populations qui vont être plutôt dans un fonctionnement très traditionnel, avec des fois de la rationalisation plutôt sur des mécanismes mystiques, des choses comme ça. Il y a certains événements, 1986-87, une histoire a faillité un atoll de Tuamotu, où il y a eu, ça s'est un petit peu mal terminé, il y a eu quelques morts, mais l'idée c'est que des missionnaires étaient intervenus et avaient réussi à manipuler une grande partie de la population de l'atoll sur justement la conviction, en tout cas le sentiment présupposé que l'île allait être submergée par un tsunami ou par une catastrophe, sachant qu'elle avait déjà fait les frais d'un cyclone quelques années avant, et du coup il y avait un impact encore très fort dans dans la collectivité, dans les consciences collectives. Donc ça peut jouer aussi, je pense, par rapport à ça, et puis c'est le but aussi d'avoir encore une fois des plans et des conduites bien précises, bien fixées, c'est de faire un peu rempart aussi des fois contre des réactions un peu irrationnelles ou qui peuvent exposer à plus de risques finalement. Merci à vous, merci beaucoup.